Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le décryptage que nous n'avons pas pu vous proposer ce dimanche, mais que nous essayons de rattraper aujourd'hui tout en vous réitérant une fois encore nos excuses. Agapit Napoléon Bafouika, bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs. J'espère qu'ils ont passé une très bonne journée de lundi 1er mai 2023, journée consacrée à la fête du travail, mais journée de repos. J'espère que chacun a pu prendre du meilleur possible et bienvenue à l'émission. Ben, c'est quand même la fête au niveau du palais de la Marina pour le premier béninois, je veux dire. Ben écoutez, c'est vrai que notre président fête le 1er mai, donc bon anniversaire à lui, au président Patrick Talon. Nous espérons qu'il a aussi profité de sa journée, il en a droit, et qu'il a eu toutes les raisons d'être heureux. Et donc, le connaissant, c'est certainement au travail qu'il a passé. Le connaissant, amoureux du travail par mais il gère aussi bien son agenda, il est maître de son agenda, donc s'il a décidé de prendre un peu d'air, sans doute il aurait pris peut-être avec les siens, avec quelques amis, je ne sais pas comment il vit, je ne connais pas grand chose, mais j'espère bien quand même qu'il a pris du plaisir, il en a droit comme je l'ai dit, surtout lorsqu'on est dans l'action comme celle de ce pays, dans les conditions actuelles, c'est toujours bon de prendre un peu de répit. Oui, petit pays, mais lourd quand même. Et j'espère, oui, mais vous savez, Yaïboni disait en février 2011, à Parakou, au stade de Parakou, Senghor a dit, lorsqu'ici vous dirigez le Bénin pendant 2 jours, vous pouvez diriger l'Afrique pendant je ne sais pas combien d'années. Bon, voilà. Donc, s'il y a un président comme Senghor, si vous dirigez le Bénin pendant le Dahomey pendant 2 jours, vous pouvez diriger l'Afrique pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, c'est dire que oui, ce pays est délicat, il est difficile. Et comme j'aime toujours à le rappeler, c'est Emmanuel Mounier, 1948. Oui. 1948, voilà. 1948. D'accord. Le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais cette intellectualité, une telle de mesquinerie, n'est pas de nature à assurer le développement du pays. Philosophe français. Le Dahomey est le quartier latin de l'Afrique de l'Ouest francophone. Mais cet intellectualisme teinté de mesquinerie n'a pas de nature à assurer le développement du pays. Alors, après, bon, on nous dira de ne pas tout voir en noir, oui, c'est sûr. Mais lorsque, je ne parle que de lui, je ne vais pas parler de beaucoup d'autres choses, de beaucoup d'autres personnalités, de Robert Drossour, avec la béninoiserie, de Pierre Shaw avec la rouerie, de Mathieu Kérékou avec intellectuel taré, dépaysé, on est intelligent diaboliquement, d'Albert Evredrin, il y a 2 mots qui minent ce pays, l'inculture et la méchanceté, et que sais-je encore, Bouniaï, la démocratie Nescafé. Bref, alors lorsque on analyse tous ces lexiques, vous voyez comment on a encore beaucoup de... On doit quand même se remettre en cause. La personne que nous les élisons pour nous diriger, à cœur joie parfois et souvent, Patrick Talon, 64%, 65% au premier tour en 2016, non 21. Non, en 2016 c'était 20, il était deuxième avec 24 ou 25%. Donc en 2021. 75% pratiquement au second tour. En 2021, plus de 80%. Et 64%, 80%. Et après, voilà, on donne la parole, l'opposition devient celle qui doit avoir la parole. Tout le monde se préoccupe de l'opposition. C'est-à-dire qu'on finit de faire une élection et après, bon, on ne s'occupe pas de celui qui a le pouvoir, on s'occupe de celui qui n'a pas le pouvoir mais qui doit, disons, repousser le pouvoir. On donne plus de droits à ceux qui n'ont pas été élus. Alors donc, ceux qui n'ont pas élus ont plus de voix au chapitre que celui qui est élu. Et lui, celui qui est élu devient alors la personne à combattre de tout le monde. C'est anormal, simplement. C'est une drôle de démocratie, il faut quand même le dire, une bien drôle de démocratie. Et il va falloir quand même que ça embrouille les électeurs, embrouille le peuple, parce que tout le monde, dans un pays d'analphabète comme nous sommes, on ne peut pas comprendre qu'on aille aux élections, on élit les chefs d'État et qu'on se retrouve après, tout de suite, à faire l'apologie de l'opposition, donc de tout ce qui est négatif. Bon, pas tout ça, on lui donne un peu le temps d'acclimatation. Non, il n'y a pas. Normalement, je pense qu'il faut. Je pense que la démocratie reste à être repensée. Parce que je pense que même ceux qui en ont les pères se perdent. Regardez l'Europe est en tumulte. Où est-ce que c'est calme? Donc, il faut repenser tout ça et
et assurer la quiétude des populations. Le gouvernement du peuple doit assurer la quiétude et la sécurité des populations, non pas dans un embrouillage mini où les élites embrouillent encore totalement. D'abord s'embrouillent eux-mêmes, perdent leur boussole et perdent le peuple, mais dans une cohérence totale donc de lecture de là-haut, une vision. Lorsque vous avez une boussole, vous connaissez le nord, le sud, l'est et l'ouest, pour mieux vous orienter. On a l'impression qu'on est dans un système et que de plus en plus la démocratie devient un système où les gens se désorientent, se perdent, et se chamaillent où des intellectuels qui votent des lois, par exemple, demandent qu'une autre institution les aide à l'interpréter, où la minorité prend le pas sur la majorité en termes de crédibilité, même si les gens sont les mêmes. Il suffit simplement que vous vous déclarez de l'opposition, que vous avez pu voir au chapitre, que celui qui est né et celui qui est élu pour gouverner. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'anomalies, des trucs à dormir debout. Mais bon, j'espère bien que... Oui, on va laisser cela aux soins de ceux qui décident s'il faut changer Non, on est une élite. Et je pense qu'il faut laisser cela à l'intelligentsia. Et peut-être... ceux qui décident sont dans l'action. Oui. On va peut-être laisser cela aux universitaires qui semblent parfois se perdre. Eux aussi, ils s'ennuient au point où... Non, ils s'ennuient pas, ils ont du travail quand même dans les laboratoires. Ils prennent d'assaut les officines politiques et oublient qu'ils doivent nourrir de réflexion un peu l'action publique. Évidemment, encore faudrait-il qu'on mette les moyens suffisamment à leur disposition pour qu'ils puissent impulser cette pensée scientifique qui peut nourrir l'action publique. Voilà. Alors, ceci étant, Agapit Napoléon Bafouéka, on va démarrer quand même avec l'actualité du jour, la fête des travailleurs, la fête du travail si vous préférez. Aujourd'hui, y a-t-il matière à se réjouir concrètement au Bénin des conditions de travail et de vie des travailleurs? On a parlé de la démocratie tout à l'heure. Oui. En fait, le tout est un. Nous sommes un pays sous-développé. Oui. Donc nous sommes un pays, on n'est pas parmi ceux qui décident dans le monde. On se cherche. Parce que nous ne maîtrisons pas tout le mécanisme de production de la richesse et de sa redistribution. Donc du coup, personne ne peut dire qu'il est à l'aise, qu'il est heureux, qu'il dispose de tous les moyens de travail. Donc aujourd'hui, faire du travail, normalement, au-delà des traditionnels cahiers de doléances que les gens ne déposent plus pratiquement. Oui, ils ne déposent plus. Il devrait y avoir de belles réflexions sur la notion du travail. Le travail aujourd'hui, c'est quoi? Le travail du peuple, c'est quoi? Le travail dans l'administration publique, c'est quoi? Oui. C'est pour qui? C'est pour quel rendement? Et où en sommes-nous? On devrait discuter des études, à mon humble avis. On doit sortir des sentiers battus. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en France, on n'est pas à Chicago, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Berlin, encore que dans cette... on n'est pas à Malaisie. On est au Bénin, on est à Cotonou. Donc, on est à Parakou, on est peut-être à Porto-Novo, on est à Lalo. On est à Dogbo, on est à Tournouna, on est à Bébélec. On doit travailler à nous approprier un peu le profil du travailleur béninois, c'est qui? La typologie. Qui est-il, le travailleur béninois? Celui qui se réveille le matin et rentre le soir, peut-être? Voilà. Donc, un ensemble de... Il faut voir comment travaille-t-il, quels sont les moyens mis à sa disposition, et en retour de quoi, quel est son gain. Les gouvernements successifs font beaucoup. Le gouvernement du président Talon fait beaucoup. A fait beaucoup en la matière en termes d'amélioration des conditions de vie et de travail. Mais on ne le voit pas. Beaucoup n'en voient pas toujours les effets parce qu'il y a en face la dégradation de ce qu'on appelle les termes d'échange. C'est-à-dire que sur le plan, lorsque vous avez l'argent c'est pour vous procurer des biens et services. Alors, lorsque les biens et services que vous procurez ne sont pas en adéquation avec vos attentes ou n'arrivent pas à satisfaire vos besoins, vous ne pouvez pas voir les efforts du gouvernement. On a beau faire les routes, on a beau faire les luminaires, on a beau éclairer on a beau augmenter également les salaires. On a beau travailler sur l'infrastructure, sur l'environnement, tant que ce qui rentre dans le panier, comme on dit suffisamment de la ménagère, n'est pas costaud, on a l'impression que le gouvernement ne fait rien. Et même les élites, c'est là qui devraient concourir un peu à améliorer le langage, ne le font pas. En clair, on est dans un autre malentendu, exactement comme je le disais par rapport à la démocratie. Là, sur le plan même du travail,
hein, des conditions de vie des travailleurs, de la notion du travail, de la typologie du travailleur, des conditions. Tout ça là, on n'est pas en phase. Des moyens de lutte, des voies de recours. Hein, vous demandez, ça dépend de là où le gars se trouve. Aujourd'hui, s'il est au pouvoir, il va vous dire, ah non, comme le gouvernement, pas beaucoup. Si demain il est dans l'opposition, il va vous dire le contraire, même si lui-même n'a pas apporté meilleur quand il est au pouvoir, il va attaquer. Là également, il faut qu'on ait un cadre de référence dans lequel on peut évaluer l'action publique. Voilà, et on parle aussi très peu, hein, Agapit Napoléon Mafoikan, du sous-emploi. On l'oublie pratiquement au Bénin quand on parle des travailleurs. On voit peut-être plus ceux qui sont dans la fonction publique et également les syndicats qui font des manifestations, des réflexions, etc. Vous parlez de sous-emploi? De sous-emploi au Bénin. Non, qu'est-ce que vous appelez le sous-emploi? Je ne veux pas dire la précarité. Non, la précarité, c'est autre chose. C'est pas le sous-emploi. Non, pas du tout. Mais le sous-emploi, c'est qu'on espère faire ce qu'on a appris, mais on ne l'a pas, on se contente du peu qu'on a. Ah non, pourvu que ne pas rester à la maison. Non, il y a plusieurs. Il faut clarifier. Dans le monde entier, combien de personnes font également exactement ce qu'ils ont appris? Voilà la question. Moi, je n'ai pas connaissance d'une étude particulière sur ça. À l'université, j'ai fait la germanistique et le droit et j'ai commencé au journalisme. Et j'ai bouclé une trentaine d'années. Donc, du coup, c'est en cours de profession que moi, je me suis spécialisé. C'est pour dire quoi? Vous jouissez en griffe également de votre titre de juriste aussi? Non, je n'ai pas un cabinet de juriste consulte. C'est parce que donc, dans mes interventions, dans mes prises de parole, que j'utilise mes référents juridiques. Sinon, en réalité, j'ai un master en droit public. Je suis un master en droit. Bref, j'ai une formation de juriste. Dans d'autres domaines, mais au moins, j'ai commencé en journalisme. Je n'ai pas un diplôme de journaliste. Tout comme des historiens ont commencé en journalisme, des sociologues ont commencé en journalisme. Donc, du coup, vous savez, ce qu'on appelle le sous-emploi, je ne sais pas si c'est ça la définition du BIT, mais aujourd'hui, la question n'est pas d'être utilisé exactement comme pour ce pourquoi on a été formé. La question est d'être utilisé dignement. Dignement. C'est-à-dire que le travail auquel vous êtes appelé soit digne. Mais c'est là qu'interviendra la précarité. Non. Le travail, ça peut être précaire. Vous travaillez, c'est parce qu'on pense que le salariat, c'est travailler 30 jours, fois 12 mois, sur 50 années, ou sur 30 années. Non, le travail, moi j'ai fait l'option de ne pas aller à la fonction publique. Je l'ai fait avec d'autres, je n'ai pas. J'ai fait un concours de fonction publique, je n'ai jamais. Ça ne m'a jamais plu, ça ne m'a jamais enchanté. Mais j'estime qu'un homme qui est en bonne santé doit pouvoir se battre tous les jours pour son travail. Alors, le salariat, c'est le fonctionnariat, c'est le confort douillet, à mon humble avis, de paresseux. Non, si ça existe, à Agapit Napoléon Mafoikan, si ça existe, on doit pouvoir en bénéficier. C'est mon avis, c'est le confort douillet de paresseux qui ne se donne plus, qui ne se renouvelle pas dans la logique de la valeur ajoutée qu'ils doivent apporter à ce qu'ils font. Mais il se fait qu'on a de très bons salariés, on a de très bons fonctionnaires qui donnent des leurs. Mais quand vous faites le ratio, le nombre de paresseux domine ceux qui apportent énormément. Il y a des minorités qui travaillent pour le compte de la majorité, qui se cachent derrière les avancements automatiques. Et après, ils revendiquent qu'ils sont sous-employés. Non, en réalité, le travail doit vous nourrir dignement. Mais vous devez aussi occuper le temps réellement à ce pourquoi vous êtes employé. Et ça, c'est que c'est dans votre corde. Vous êtes sur vos deux pieds. Ce qu'on vous demande répond à la dynamique normale du standard mondial en termes d'apport en force de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sous-métier. Vous pouvez être docteur, je ne sais pas, en si, et être utilisé comme conducteur de véhicule. C'est pas encore ça un drame. Là, pas du tout alors. Tant que votre travail, vous devez avoir étudié pendant autant d'années. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Oui, on se cachera toujours derrière ces expressions. Non. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est un peu les francophones qui sont habitués. C'est le mythe du diplôme, de l'accaparement du diplôme. Changeons alors le système. J'en ai quelques-uns. Oui. J'en ai quelques-uns. Mais on est dans un pays où c'est le mythe du diplôme. Le type, on dit master en ci, master en ça, docteur, agrégé. Après, la question, tu apportes quoi en termes de valeur ajoutée au travail? Voilà la question. Tu apportes quoi en termes de valeur ajoutée au travail?
Si tu n'apportes rien, il ne s'agit pas on a plein de docteurs. Mais ils sont à l'université, ils vont donner des heures de cours à des 800 personnes, 1000 et quelques personnes maintenant, qui eux-mêmes rêvent d'être docteurs, qui aussi rêvent d'être docteurs. Demain, ils vont rêver d'être agrégés. Et quand les francophones vont ajouter, en France, on va ajouter d'autres diplômes au-dessus de l'agrégation, ils vont aller chercher le diplôme. Mais pour faire quoi? Pour quel besoin du marché du travail? Pour faire quoi? Pour donner quoi? À qui? Quelle est la valeur ajoutée? La force du travail doit répondre aux besoins en termes de développement du travail. Donc, pour moi, normalement, chaque pays doit connaître. C'est pour ça que je dis, où sont les études? On n'en a pas. Non. Et là, encore, ce qu'on appelle encore l'élite. Oui. Où sont les études? On doit nous mettre en place des études qui doivent nourrir les gouvernants, qui doivent savoir mais dans quel domaine impulser les politiques publiques en termes de création d'emplois. Le gouvernement, quand Patrice Talon est là depuis 2016, le gouvernement a changé le visage de l'offre du diplôme. Beaucoup de filières sont créées par-ci ou par-là. Pas moins d'une vingtaine, d'une dizaine, je ne sais pas combien. Mais aujourd'hui, l'université, quelle qu'elle soit, offre aussi suffisamment de filières pour diversifier. Mais là n'est pas encore le problème. C'est bien, c'est du nouveau. Voilà. C'est pas mal. Mais au même moment, ceci s'ajoutant aux universités d'agriculture qu'on a créées, ceci s'ajoutant à la volonté du gouvernement de commencer par s'approprier certaines logiques de consommation, ce que le ministre de Souy a dit par rapport à la filière agricole, sont autant d'éléments qui peuvent aider le marché de l'emploi à mieux se restructurer. On a besoin de plombiers. Vous ne pouvez pas construire aujourd'hui et être sûr de ce que vous avez. Parce que même lorsque vous donnez votre marché à un architecte ou à quelqu'un qui se connaît, il va aller chercher un peu des sous-traitants, des enfants. Et vous allez voir sur votre chantier des enfants, des gens qui sont dans l'à peu près, parce que tout le monde n'a peut-être pas les moyens d'aller faire des études de terre et surtout de faire appel à des spécialistes. Donc, lorsque vous voulez faire votre 2 chambres salon, et même vous rentrez dans certains bâtiments de l'État, c'est qu'après ça coule. La plomberie mal faite, la tuyauterie mal gérée, l'électricité mal gérée, l'eau coule dessus, ou bien les toilettes ne fonctionnent plus, les lumières sont déjà, les interrupteurs sautent déjà. Bref, vous êtes dans une ville comme Cotonou, il faut gérer par l'étanchéité. On ne gère pas l'étanchéité, on ne regarde pas les embruns marins. Il y a beaucoup de paramètres qui doivent entrer en ligne de compte, et même des bâtiments publics. 5 ans après, comment pas courir? Ça, c'est l'incompétence de ceux qui ont travaillé. Ils ne connaissent pas. Donc, on va chercher des racoleurs. Et même si l'architecte est professionnel, mais après, les métiers spécialisés, c'est-à-dire la maçonnerie, enfin, les gros œuvres, et même la finition, les métiers spécialisés, on va aller chercher des racoleurs. Et même si vous allez chercher un bureau spécialisé, même si vous faites appel à... L'entrepreneur est obligé de faire un suivi. Même si vous allez chercher quelqu'un qui a un bureau normal, machin, il fuit tout ça, le registre de commerce, il va faire appel à la suite. Donc, ce qu'on appelle, il va utiliser le marché au noir. Et donc, en fin de compte, vous avez votre... Les éléphants blancs qu'on a, le truc de Porte-Nouveau, l'Assemblée nationale, en est une illustration patente. Allez dans les édifices livrés, ici ou là. Dans les édifices, vous allez voir combien, à peu près, vous créez énormément de problèmes. Et donc, où est la compétence? C'est là la question. D'accord. Où est la compétence? Les routes, les gens font des routes, quelques temps après, ça commence à 5 ans après, c'est déjà cassé. Parce qu'on dit, ah non, c'est les gros camions. On sait bien que la route est pour les gros porteurs. On doit doser en la matière. Et ainsi de suite. Quand vous prenez la route, Savalou, Tchougou, mais ça n'a pas fait 10 ans. C'est quand même dramatique. Vous ne citez que des exemples tactiques, à raison certainement, mais je vous demandais où est le suivi. Si on engage autant de dépenses, c'est le suivi. On ne veut pas épiloguer non plus sur cette question du travail Agapit d'Apollon Bafoucault. Donc on parle du suivi. Par exemple, les bureaux d'études, les bureaux de suivi, les centres de suivi, les bureaux d'études qui vont le suivre. Eux aussi. Mais ils vont faire quoi? Ils vont faire le travail. Ils regardent le dosage, ils essaient de voir. Bon, et puis bon, connaissent un peu l'environnement du pays, ils font ce qu'ils peuvent. Parfois, ils sont corrompus eux aussi, ils sont complices, parfois, ils font bien leur travail, et après, bon, on les accuse de ci ou de ça. Donc, c'est l'un ou c'est l'autre. Quel que soit leur comportement, il se fait qu'eux ne peuvent pas prendre la place des travailleurs. Et donc, dans les travailleurs, il y en a beaucoup de racoleurs.
C'est pour ça que je dis, Oui. les études devraient nous permettre d'avoir les orientations qu'il faut. Et ceux qui ont fait Koulibaly, ceux qui ont fait les lycées polytechniques, quand vous les prenez au travail, eux, c'est des spécialistes. Ils connaissent les dosages, ils connaissent. Donc, c'est là qu'un bon suivi sur des bons professionnels peut donner de bons résultats. Mais lorsque les gens sont au regard, ils peuvent ça, ils regardent. On prend un peu, on dit bon, les yeux sont... un peu, prend l'autre, on mélange et on met. Alors donc le gars, ton véhicule a un problème, il n'a même pas de scanner, il prend, il dit non, ça c'est telle chose. Tu remplaces, on dit non, le problème persiste encore. Pour un petit problème, par exemple, tu te retrouves à changer tout un système. Tu vas changer le système et tu n'as plus satisfaction. Et c'est terminé, il garde ton système à jamais. Alors on en est où? Et ça, plein de garages sont dans ces conditions-là. Donc, dans tous les secteurs de la vie active, on se dit, mais il y a un gros problème d'efficacité. Mais on voit plus l'État que le travailleur. Je pense. Il ne faut pas rentrer dans une opposition État-travail. Ce que moi je dis, c'est là pour stigmatiser quelqu'un. C'est pour poser un diagnostic qui mérite ici et là, chacun à son niveau, on recherche des bonnes solutions pour des bonnes réponses. Qu'on recherche les problèmes et qu'on trouve des bonnes solutions afin que l'impact soit durable en la matière. Quand on aura quand il y a une plus-value, ça créera des produits, ce qu'on appelle la prospérité. Partagée. Et elle sera partagée. C'était la dernière question sur le sujet. Pourquoi personne ne pense au devoir des travailleurs quand il faut célébrer la fête du travail? Ça, moi, je vois très peu au Bénin, très peu. Non, vous savez, nous sommes redistribution nous sommes dans une démocratie de malentendus. On est dans une démocratie de malentendus, c'est-à-dire qu'il y a un gros problème il y a un gros malentendu. En 90, on est allé à la démocratie en pensant que la démocratie, c'est les droits. Et tout le système mondial est un peu abattu sur les droits. Les droits. La déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples. On dit la déclaration des droits, c'est devoirs de l'homme. Les droits, c'est devoirs de l'homme. La notion de droit doit aller avec le devoir. Mais quand vous dites ça, ça choque certains, c'est grave. Il n'y a pas de droit sans devoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ça va dans le seul sens. Donc, ça devait aller... Alors, je suis ahuri de sentir que quand vous dites ça, il y en a qui ont le frisson. Et il y en a qui ne comprennent pas voir l'utiquaire. Et il y en a qui sont totalement abattus. Et ils tombent à la renverse parce qu'ils ne comprennent pas. Et on dit, mais comment lui, qu'est-ce que lui raconte? Ah oui, c'est parce qu'ils mangent à leur faim, ils grossissent de jour en jour, les jours grossissent, le ventre grossit, le truc grossit. Mais attends, mais c'est déjà... Mais ils ne comprennent pas. Mais ils ne comprennent pas. Il n'y a pas une société de droit sans devoir. Nulle part. Même l'agora ne parle de démocratie de quoi? Oui. Mais il y a des gens pour construire. Mais quand vous passez votre temps à dormir et vous demandez qu'on vous augmente votre salaire. Mais attends, au jardin d'Éden, ce qu'ils appellent la malédiction, c'est beaucoup plus la bénédiction du jardin d'Éden. Lorsque l'homme a fini par ne pas respecter les consignes de Dieu, de l'Éternel, qu'est-ce qu'on a dit? On dit, mais bon, le ciel, bon, je laisse les mots qui peuvent être durs, mais au moins quand on dit que tu dois gagner ton salaire, la sueur de ton front, mais on te met en face de ta responsabilité. Tu veux gagner, travaille. Qui n'a pas travaillé, n'a pas droit au salaire. On dit, pourquoi ces notions? Les droits de l'homme ici, Déclaration des droits de l'homme, Association des droits de l'homme, et aucun de devoir. Aucun de devoir. Peut-être qu'on pense que cela va de soi. Ça ne va pas de soi, justement. Ceux à qui on s'adresse ne connaissent pas la notion de devoir. Non, lorsque chacun fait son devoir, tout le monde récolte ses droits. Lorsque chacun fait son devoir, tout le monde a ses droits. Et ça là, mais alors si tout le monde réclame des devoirs, des droits, qui va être soumis aux droits? On a fait les équations, les équations. Essayons de voir un peu ce qui est beaucoup plus palpable. Lorsque tout le monde fait son devoir, chacun aura son droit. Il n'y a rien à dire. L'État a des devoirs. Mais le citoyen a aussi des devoirs vis-à-vis de l'État. Si vous ne payez pas vos impôts, systématiquement, on n'aime pas le faire. Comment vous voulez que l'État assume ses charges? Comment vous voulez que l'hôpital public fonctionne? Comment vous voulez que l'école publique fonctionne? Comment vous voulez que la régulation sécuritaire se fasse pour que vous puissiez aller au marché, revenir chez vous sans avoir peur de dormir?
et ainsi de suite. Mais on voit beaucoup plus. Lorsque quelque chose arrive, hier j'ai vu un Zémidjan avec deux enfants dehors et devant. La maman, un enfant derrière, un au milieu d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle-même, elle est trois. Un derrière, un devant elle-même. Et le Zémidjan a deux, ça fait 5. Plus le Zémidjan lui-même, ça fait 6. Et lui seul a le casque. J'ai ralenti, j'ai regardé. Je dis, bon, si la police arrête ça maintenant, on va crier problème. S'il y a un accident maintenant, on va dire, où est l'État? Voilà le problème en fait. Voilà la quadrature du cercle. Lorsque on va leur dire maintenant, on va prendre la moto de cette on aurait dû dire non. À cette maman qu'on peut taxer de légère. Mais elle est légère. Oui, parce que c'est pas encore la sugeage. C'est déjà la sugeage là. Oui, c'est un risque, un gros risque. Une moto avec 6 personnes. C'est un gros risque, un trop gros risque. C'est quand même. Mais cette maman, de quel moyen elle disposait? Où allait-elle? Est-ce qu'elle a toutes les moyens? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on pose, mais qui se posent un problème. Mais le problème, moi, en fait, moi, je ne juge pas la maman. Mais c'est l'opinion publique qui, lorsqu'il y aura un accident, on va interpeller l'État. On va dire, pourtant, il y a les policiers, et pourtant, elle est passée dans les tournées, et pourtant... Mais quand la police va arrêter, c'est les mêmes qui vont crier. Mais c'est là le problème que nous avons. Donc, qui sont... Enfin, où allons-nous en la matière? Je pense que, oui, les droits des travailleurs, il faut qu'on en parle. Mais il faut qu'on ajoute les devoirs. Les devoirs en termes d'exigence de la qualité. Les devoirs en termes de prestations de qualité. Donc, les devoirs en termes d'obligation de résultats. Et ça, quand on va être là-dessus, sanctionné dignement, vous allez voir que ça doit fonctionner. Quand tout le monde aura fait son devoir, personne ne regardera ses droits parce que ça devrait aller de soi. Cette fois-là. Cette fois-là, ça devrait aller de soi. Oui. Irrémédiablement. D'accord. Quand tout le monde fera son devoir, les droits, ça vous tombe là-dessus. Bon. Vous en aurez même peur. On vous dira, assurez déjà les droits. Vous en aurez vos droits parce que ça va être de soi. Une personne aura à vous donner des devoirs et donc vous aurez vos droits. C'est systématique. D'accord. Allez, on va parler cette fois-ci maintenant à Répit Napoléon Bafréquent de la politique en griffe politicienne. Puisque c'est le décryptage, nous devons revenir un peu sur nos plateaux de ce dimanche. Nous avons eu dans un premier entretien Epiphane Kenom, plutôt très critique, à en douter même pratiquement de son appartenance à la mouvance. Et également Alain Diou. Alors, vous qui avez suivi. Plutôt réaliste. Vous préférez plutôt réaliste. Plutôt réaliste, Alain Diou. Bon, non, il a fait une très belle lecture de la situation. Il a bon, enfin bon. À son niveau, je ne pose pas pratiquement. Bon, pratiquement d'accord avec tout ce qu'il a dit. Mais globalement, il a une vision un peu, notamment à la partie de la FCB. Bon, lui, il a déjà fait un peu de tout. Il a fait le tour pratiquement. Il sait de quoi il parlait. Il a un peu fan que non. Oui. C'est vrai, on a l'impression. Mais bon, il n'était pas là comme représentant des partis politiques. Et donc, du coup, il faut lui donner acte. N'étant pas représentant des partis, il s'est donné sa liberté d'analyse de la vie politique nationale. Il a pris cette distance du parti pour pouvoir analyser. Oui, c'est vrai, il est resté Epiphane Kenom. C'est-à-dire, voilà, dans sa logique, dans ses opinions, il n'a pas peur, il les affirme. Bon, voilà. Mais ça ramène à ce qu'on a dit. Lorsque je l'écoute, je me demande finalement, bon, si on demande à Epiphane de nous élaborer peut-être le modèle type de la société dont nous avons besoin, c'est une société où il faut donner le pouvoir après à l'opposition. Clairement. C'est-à-dire que, clairement, l'opposition. C'est comme si on va lui poser la question. C'est comme si notre Parlement n'a jamais été, il n'y a jamais eu de parti d'opposition au Parlement, que c'est bon. C'est finalement cette élection législative de 2020, les élections législatives de 2023 qui ont ramené l'opposition au Parlement et que désormais maintenant, vraiment, c'est maintenant que la démocratie commence. Finalement, c'est comme si, bon, tous ceux qui sont de cette opposition-là n'ont jamais été aux affaires et qui n'ont jamais été dans l'opposition et que, bon, voilà, le Bénin découvre l'opposition en 2023. Finalement, non, pourtant il a appartenu à des législatures où il y a eu de 15 oppositions. Où il a fait le rang de l'opposition, il a fait le rang de l'opposition. Centriste. Et l'opposition pas trop extrême. Parce qu'en parlant de l'opposition FCBE, de l'opposition, les démocrates, bon, il avait le beau rôle. Mais lui, il a fait tous ces types-là, il a fait tout ça. Donc il connaît.
Non, écoutez, pour être plus sérieux, Oui. son analyse sur la FCBE, je ne les partage pas. Hein, il y a un mal dans ce niveau-là. Il dit, ils ont les moyens en tant que chef de file de l'opposition. Et ils n'en ont pas bien, ils ont eu les mêmes scores presque. Ils n'ont pas pu se faire réélire. Il a dit ils ont eu les moyens, mais eux ne sont pas fait élus, et puis ceux qui n'ont jamais eu de moyens les a distancés. Non, c'est une mauvaise c'est une belle analyse, c'est une réaliste, c'est très réaliste. Cette analyse, par contre, elle est très réaliste, la capitale d'Après Africa. C'est ce qui s'est passé concrètement en d'autres termes. C'est ce qui s'est passé. Quand c'est le président qui le dit. Ah, c'est la personne qui le dit qui pose problème? Oui, parce qu'il lui connaît. Lui connaît. C'est d'autant qu'il dit que, bon, voilà, ceux qui disent, eux ne connaissent pas la politique. Que s'ils ne sont pas à l'école, ils sont allés à l'école de la politique. C'est lui qui est allé à l'école de la politique. Oui. C'est vrai. Mais alors, quand on est allé à l'école de la politique, les démocrates, comment ils ont le financier? Mieux que l'État. Ça, c'est vous, votre analyse. Non, bon. Ils ont financier, mais mieux que les FCBE. Et en plus, ils ont au moins, ils ont quelque chose que personne n'a, ni le pouvoir, ni l'opposition FCBE. Ils ont quoi? Ils ont la facilité de la critique. Ils vont ouvrir les frontières à ceux qui sont exilés. Ils vont ouvrir les prisons à ceux qui sont en prison. Ils vont. Bon, ils y sont. On va voir la campagne de 2026. C'est plus facile lorsque vous n'avez rien à offrir. Alors lorsque vous proposez manger varié, ça, j'aurais bien aimé entendre ça chez lui, je n'ai pas entendu. La campagne d'FCBE, en fait, pour faire court, je l'ai déjà dit, pour qu'on ne traîne pas encore, c'est simple. Les FCBE ont commis le péché mignon, en griffe, d'adopter la logique de collaboration, c'est-à-dire de comprendre que le pays a besoin de réformes, effectivement, et donc d'aller au dialogue politique de 2019, et donc de continuer à entrer dans le système de gouvernance dans lequel les démocrates sont entrés sans rien de nouveau. C'est pour ça que je parle nous vivons sur des gros malentendus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le peuple, donc, pour tout le monde, c'est les démocrates qui incarnent la vraie opposition. Oui, parce que cela également, que non, mais bien, la FCBE n'a joué qu'une mission d'animation. C'est ce qu'il a d'ailleurs dit. Il fallait bien cette mission d'animation pour que nous puissions avoir d'accalmie. Sinon, on serait retrouvé en 2019 sans Parlement. Parce que quand les autres jouaient au bis-bis de ne pas vouloir y aller. Alors, je ne sais pas si Ibrahim était au pouvoir en 2019, lorsque les Rondeté et Gabaya ont annulé leur signature dans le cadre du comité paritaire présidé par Adrien Mbedji, ce qu'il aurait décidé, lui, s'il allait laisser l'Assemblée nationale finir son mandat et continuer à négocier dans un contexte où on se dans le vide. Je ne sais pas ce qu'il aurait, lui, voulu. Par exemple, tous ceux qui font les grands apologistes de la grande démocratie, de la théorie, qui sont allés à l'école de la politique, de la science politique, moi j'attends. Mais depuis là, je n'ai eu aucune réponse sur cette question-là. Ça ouvre le jeu. Allons-nous rester sans... Donc, le chef d'État va prendre une ordonnance pour permettre à tout le monde d'y aller, alors qu'il y a une loi qui est votée, qui est promulguée, qui est publiée, qui est en application. Quel drôle de démocratie. Quel bien drôle de démocratie. Et les théoriciens de la science politique et du droit public, quand je les écoute sur la question, ils ne donnent pas satisfaction. Mais nous, quand on dit quoi faire, non, ils n'en donnent pas. Moi, ils n'ont qu'à donner autour de moi des réponses d'amphithéâtre. Et nous donnent alors les réponses du terrain politique. Mais ils n'en donnent pas. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire en 2019 que d'aller aux élections avec les partis qui étaient disponibles? Donc, quand le chef d'État a ouvert encore le jeu après les législatives, quand les FCBE, certains sont dit, ah, on va y aller, on va surprendre notre leader en lui montrant le récépissé. Et ils sont allés. Et ils ont eu un certain nombre de choses qui nous ont conduit à la révision de la Constitution. Oui. Et après, il a dit non, moi, je n'en veux pas, il démissionne sur Facebook. Il faut... Alors, qu'est-ce que les démocrates et le CFCB là, ont commis l'erreur de continuer à l'animer, ils devraient suivre aussi, radicaliser leur position. On ira aux élections communales sans opposition. Ce serait aussi élection maire nommé, maire désigné. Bref, on avait... Mais
C'est quoi? Cette démocratie-là nourrit quoi? Et nous amène à quel objectif? La question reste posée à Agapit d'abord. La question, oui. Moi, je ne peux pas répondre à votre préoccupation. La question reste posée, mais si on en arrive déjà, parce que Alain Aliou l'a laissé transparaître, si on arrive déjà que la FCBE et les démocrates se rejoignent, alors à quoi nous a servi cela, ce dont vous parlez justement? Cette question, il faut les poser plutôt aux démocrates. C'est eux qui ne donnent pas encore le fond de leur... En fait, ils ne disent encore rien, mais tout le monde applaudit. Ah, le projet est revenu. Mais ça, c'est l'émotion nègre. C'est l'émotion nègre. Et ça, il faut aller lire Senghor sur la question de la négritude de l'émotion pour pouvoir comprendre le problème que nous avons. Vous avez dit qu'on n'a fait aucun pas. Ils ne nous ont encore rien vendu, mais tout le monde achète. En disant, oh, ils sont là, la démocratie. Ils ont forcément vendu quelque chose pour avoir 28 députés. Non, ils ont vendu quelque chose. Ils ont vendu du mensonge. Si vous préférez. Mais... Ils ont vendu du vent. Des gens l'ont acheté. Non, des gens l'ont acheté. Ils ont vendu du vent. Oui, il y en a toujours. Vous savez, lorsque vous vendez le vent, il y en a plein qui achètent du vent. Vendre du vent, il y en a du monde. Et il y en a qui adorent les acheter. S'il y a eu achat, c'est que le projet a intéressé quelqu'un. C'est sûr. Hein? C'est même plus facile quand on est responsable de rien. Quand on dit, bon, je vais vous construire un château en Espagne, château dans le désert du Sahara, je vais vous construire, vous aurez la mer qui va quitter Cotonou jusqu'à Alger, Tamanrasset. Vous allez faire, quand vous dites ça, tout le monde est heureux. Et vous allez l'applaudir. Après, quelqu'un va dire, mais vous avez trouvé les moyens où, mais le Dieu est pouvoir là. Quelqu'un va dire, Dieu, toi tu l'as vu quand? C'est comme ça que certains vont prendre conscience. Mais quand dans la ruée générale, on va dire, on va vous construire ici, on va vous construire, les gens vont applaudir, mais personne ne pense aux détails. Après, les gens vont dire, ah, la promesse n'engage que ceux qui y croient. Voilà. Les démocrates. Moi, je pense que nous faisons une très mauvaise analyse. C'est-à-dire que, et le plan que l'homme, il parle d'aller à l'école de la science politique, non. Je pense qu'il est grisé un peu en griffe, hein. Pas peut-être ses expériences à lui. Lui, il a fait la RB. Il a connu, il nous a parlé de l'expérience de la RB, c'est bien. Mais la logique aujourd'hui, c'est que nous avons quitté, on voulait quitter une logique de sclérose, de stagnation pour avancer. Il y a eu des lois qui ont été votées. Les gens refusent qu'on applique les lois sous prétexte que leurs droits, alors que la démocratie, le pays a fabriqué en même temps les voies de recours, hein, lorsque vous n'êtes pas satisfait. Normalement, s'il y a un démocrate convaincu, lorsque vous n'êtes pas satisfait, vous allez en recours. Et lorsque le recours, vous avez le tranche, vous devez accepter et continuer. C'est comme ça, c'est ça que vous êtes. C'est pour ça que je parle de quels sont vos devoirs, article 34, article 35 de la Constitution. Alors, il ne l'évoque pas. Les FCBE de 2019 ont fait tout ça. Ils étaient dans une logique de négociation, mais c'est eux qui ont rompu unilatéralement la négociation. Mais personne ne demande de compte aujourd'hui. Tout le monde a déjà oublié ça. Mais l'amnésie générale d'un peuple, c'est un nid au désordre. Parce que les mêmes causes vont venir produire les mêmes effets. Et quand vous êtes des intellectuels, et vous faites preuve de temps d'amnésie, vous dites, mais ça, finalement, c'est dramatique. C'est d'autant plus dramatique que vous ne pouvez pas battre dans le durable dans une logique d'amnésie ou d'apathie. Il faudrait bien que des gens se résignent à livrer leur poitrine, parfois, ou bien se livrer sur les réseaux sociaux pour que des individus dégénérés, mal éduqués parfois, s'occupent de dire n'importe quoi sur eux. Mais là n'est pas le problème. Il faudrait qu'on puisse se retrouver et savoir où on va. Donc, comment il fait le point? Les FCBE ont fait le job. Et on doit pouvoir leur être reconnaissant. De toute façon, l'histoire est là. Et si tant est que quelque chose, au moins, avise à au moins bien l'écrire, grâce aux démos, grâce au FCBE, on a été au communal de 2020, à la présidentielle de 2021. Ils ont eu au moins les 10%, de quoi avoir les parrainages. Ils souhaitaient. Le système a pu être sauvé. Les réformes qui permettent aujourd'hui aux démocrates d'être là ont pu être faites. Les lois qui leur permettent d'être là aujourd'hui ont pu être votées. Ils sont là, ils revendiquent la jouissance de ces droits. C'est bien, tout le monde est heureux de les voir, c'est bon. Mais il a fallu que d'autres fassent le sale job. C'est la même chose.
quand dans 10 ans, 20 ans, les gens vont jouir un peu des réformes d'aujourd'hui, des lois qui ont limité les grèves, de ci ou de ça, ils ne penseront pas certainement à Patrice Talon. Ils vont bomber leur tête pour montrer que c'est... Bon, l'État étant une continuité, on n'a pas besoin de penser à une personne particulièrement. Oui, et quand la démocratie dit que les réformes sont dynamiques de tous les temps, non. De 90 à 2016, il y a des réformes qu'on a refusé de faire. Les réformes partisanes, par exemple, on a refusé d'affronter de tout ce qui fait mal. Et donc, oui, la réforme, c'est de tous les temps. Mais au moins, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si tout le monde avait le courage de Patrice Talon en disant, au moins chaque président, que ce soit Kérékou, l'essence de Glo qui a fait un job difficile de 91 à 95 à 96 et qui n'a pas su se faire réélire. Donc du coup, Kérékou 10 ans, Paul il y a 10 ans, si chacun d'eux avait fait un sale job, au moins pendant les 5 dernières années, on ne serait pas, le pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Chacun d'eux a voulu se réserver un confort douillet de sortie honorable et on n'a pas eu le courage qu'il faut pour toucher à tout ce qui fait mal. Et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'on pense qu'on n'est pas en démocratie, on pense aussi... Donc, pour moi, je pense que quand vous avez vécu toute cette période de 90 à aujourd'hui, vous devez avoir le courage de l'analyser. L'autre dirait que vous êtes sans tous les comment on appelle, les diatribes de ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes un carriériste, vous êtes un clébé, tout ça là. Vous devez avoir le courage de le reconnaître. Vous devez avoir le courage de le reconnaître. Les gens ont fait, regardez, quand vous voyez quelqu'un, ministre de la Justice, et qui fuit la justice de son pays, comment on veut l'appeler ça? Un ministre de la Justice qui refuse de répondre. Alors, vous dites, peut-être qu'on n'a pas mais attendez. On n'a pas toutes les informations dans ce dossier. Toi, tu es ministre de la Justice. Tu as été ministre de la Justice. Donc, tu as soumis les gens à la justice. À cette justice qui est peut-être mal. Parce que c'est le même personnel. C'est le même personnel. Les mêmes griefs. Dont tu doutes aujourd'hui. Les mêmes griefs de Souyaï. Tout à l'heure aujourd'hui, c'était les mêmes griefs de Souyaï. Moi, je peux sortir plein d'écrits de ces temps-là, de certains aujourd'hui qui sont avec Yahi, mais qui ont dit pire sur lui quand il était au pouvoir. Donc, alors, voilà les griefs qu'on faisait. Et toi, tu es ministre de la Justice, tu as même eu le pouvoir de dire que le pouvoir est divin. Oui, c'est ça la vassalité de l'être humain. Voilà. Donc, aujourd'hui, tu trouves la justice. Attends, mais c'est la même justice. C'est la même organisation. C'est les mêmes hommes pratiquement. Mais donc, si l'univers carcéral est mauvais, mais il fallait faire le bon débat de l'univers carcéral en disant, changeons, évoluons. Mais si toi, tu ne peux pas y aller, parce que je suis d'accord que les conditions sont exécrables et que c'est mauvais. Je suis totalement d'accord. Mais alors, tu as fait quoi? Tu as peut-être fait de ton mieux. D'accord. Exactement. Mais, qu'est-ce que tu as dénoncé le système? Est-ce que tu as proposé la révolution de l'univers carcéral? Est-ce que tu as dit, alors, mettons le minimum en prison et les champs de travail. Changeons le système, changeons les peines. Alors, donc pour moi, lorsque vous êtes une élite, vous êtes ici aujourd'hui, vous avez un langage. Vous êtes là-bas aujourd'hui, vous avez un autre langage. Mais vous ne le savez plus. On ne sait plus. Il n'y a pas de sens, on ne pas chez les Kinta où il va. Ça ne va pas dans tous les sens. On ne sait pas. C'est les mêmes personnes qui disent, aujourd'hui, vous les voyez dire B. C'est ce à quoi on assiste depuis des années. Non. Tu as dit depuis des décennies. Je ne peux même plus compter ces décennies-là. On doit continuer d'assister à ça. Qui va provoquer le changement? C'est ça la question. Ça a commencé. Ça a commencé. Il faut qu'il y ait des gens qui disent clairement qu'on ne peut pas continuer sur cette forme-là à faire d'opposition. Les démocrates n'ont pas servi. Les FCBE anciens, qui sont transformés en démocrates, ne peuvent pas être des modèles de démocratie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est parce qu'ils sont en train que la démocratie a commencé. C'est une lecture de très courte vue, d'opposants mal assumés, que de dire ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a toujours eu d'opposition dans ce pays. Les FCBE, qui ont critiqué les démocrates, ont semé la zizanie, ont plongé le pays dans une ambiance totalement de violence. On est aujourd'hui le 1er mai. Il y a 4 ans, le 1er mai 2019, c'est le chaos. C'est le chaos total. C'est un triste événement. Donc, alors lorsque vous avez vécu ça, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire l'apologie de ces gens-là. Il y a un problème. Il faut à la limite travailler à unir les forces. Donc quand j'ai fini de dire ça, je me dis bien, peut-être fermons ces vieilles pages, très sales, et même ensanglantées parfois, et il faut les fermer, pour que on regarde du côté de Adjiou, s'ils ont envie d'aller vers les démocrates, mais tant mieux, ça leur permettra. Mais là, il a dit que ça dépendra de Yahi Boni, qui sera le chef d'orchestre. Oui, comme toujours.
Tout a dépendu, c'est ça le problème. En fait, tout a dépendu de lui, même les moyens parfois. Donc vous demandez, donc ouais, d'où viennent les moyens. Donc, lorsque tout dépend ainsi d'une personne, il faudrait qu'on appelle cette personne un peu à l'amour du pays, non pas dans la rhétorique, mais dans l'action. Et donc, on a besoin effectivement d'une force alternative. Personne n'a dit le contraire. Il faut une force alternative pour impulser. Il faut qu'il y ait une force qui ne soit pas celle en harmonie, en cohérence avec le gouvernement, mais celle qui propose une autre alternative pour permettre aussi au gouvernement de bouger et qui permettre aussi que la population, lors des élections, puisse avoir vraiment un choix. Deux projets. Mais lors des législatives, quel projet les gens ont choisi? Soit le projet de continuer les changements aujourd'hui, les mutations, les réformes, ou le projet de... Ou le projet d'ouvrir les frontières à ceux qui sont dehors, ou d'ouvrir la prison à ceux qui sont... Non, ça c'est pas un projet. Ça c'est des actions. Et en la matière, on n'a pas besoin d'aller aux élections pour ça. C'est des négociations. Tout se joue dans les négociations. J'ai écouté Adiou et l'autre... Eric Ondete. Non, pas Eric Ondete. Et puis Femme Prenum, parler du budget du rapport d'activité. Mais quand même, un rapport de 2 mois, quand même, quelle finance, quel sous on a déjà dépensé. Qu'est-ce qui est... On l'a quand même dépensé. Il ne peut pas faire 2 mois sans dépense, Agapit Napoléon Bafouika. Mais il y a les conditions de réduction de comptes à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Ce n'est pas dans les rapports de l'Assemblée. Mais s'ils ne se retrouvent pas, ils peuvent ne pas voter. Mais ce n'est pas lui qui a dépensé. Donc, lui ne peut pas se retrouver dans les dépenses du président. C'est le président. Il y a les moyens, il y a le règlement intérieur a prévu les moyens, le mécanisme de contrôler la gestion financière du président de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Donc ici, c'est le rapport d'activité du président, le rapport moral, qui est un rapport qui engage tout le monde. S'ils votent, oui, ça les engage également. D'accord, je vous écoute. C'est un rapport politique. Entendons-nous bien. C'est un rapport politique. Et donc, ils sont libres effectivement. Mais vous ne votez pas. N'attendez pas des autres aussi. N'attendez pas du président de l'Assemblée nationale la condescendance de vous l'accompagner. En réalité... Il ne doit pas prendre parti, justement. Lui, il est président de tout le monde. Non. Il appartient à une grosse d'accord. Non, attention. Dans son vote, il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Oui. Dans son vote. Oui. Dans son vote. Bien sûr. Dans la conduite des travaux, il y a la procédure de conduite, donc il est tenu. Dans deux de ça, il est membre, il est député. Et donc, il vote comme les autres. Ensuite, il est le patron, c'est lui qui impulse. C'est lui qui... Oui, on est... Le Parlement, ce n'est pas la sacristie, non. C'est pas une sacristie. Le Parlement, c'est l'agora politique. Oui. Donc, ce n'est pas le lieu où on dit les bondieuseries. C'est le lieu où on agit, intérêt contre intérêt. Donc, les intérêts du peuple se négocient en termes d'intérêt politique du moment là. Il faut qu'on soit... Les intérêts du peuple se négocient en termes d'intérêt politique du moment. Alors, vous ne votez pas mon budget. Vous voulez, alors que le même pouvoir dit ne pas vous accommoder et demande aux autres de ne pas s'enfermer, de s'ouvrir aux autres. Alors, vous dites, d'accord, ça ne m'engage pas. D'accord, très bien. Je dirais demain que votre projet ne m'engage pas. Donc, faudra-t-il voter pour voter? Parce que ça fait 2 mois seulement? Parfois, oui. Non. Parfois, Angèle Tobola, parfois. Vous avez, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'angélisme à l'Assemblée nationale. Non plus. La politique, on a souvent dit, c'est pas une histoire d'enfant de cœur. On connaît la phrase. Très bien. Donc, pour moi, je trouve que du point de vue politique, et j'ai été surpris d'écouter le contraire. Oui. Du point de vue politique. Il a dit blocage de circonstances ou bien de la minorité. Il a utilisé une expression de blocage. Ils ont le droit. Je pense que le règlement intérieur le permet. Il n'y a pas de minorité de blocage. Cette minorité de blocage. En la matière, il n'y en a pas. Ça n'empêche pas le volet, le budget. Ça n'empêche pas le projet du président de l'Assemblée. De prospérer, bien sûr. Donc ça n'empêche pas son rapport d'être voté. Alors, tant que ça n'a pas été voté, lui il est passé. Mais vous qui êtes en minorité et qui demandez. Et c'est là que je trouve que nous sommes dans un pays bizarre. On applaudit l'opposition. On dit, ah, mais il a le droit de ne pas voter. Ah oui, mais ils n'ont qu'un seul dans le bureau. Ah oui, mais on ne peut pas être d'accord avec telle décision. D'accord. Mais après, on dit, ah non, il faut que la majorité soit godio. La majorité ne doit pas prendre des décisions mécaniques. Attends, si la minorité a le droit de choisir son camp et de voter comme bon lui semble, oui. Et la majorité, elle n'en a pas le droit. Elle doit ouvrir dresser le tapis rouge à la minorité. Mais quelle démocratie! Quelle démocratie! Mais on renverse carrément les règles. Dans aucun pays, nulle part ça ne se donne. Ça se négocie durement. Pain contre pain.
guerre qu'on appelle Cori contre Cori. Vous pensez que les grandes démocraties occidentales, quand j'ai 5 députés à vous offrir pour que vous faites votre majorité, vous savez combien ça coûte en termes de postes au gouvernement et de postes importants? Ça se négocie. Ce n'est pas une affaire de conduiserie ou de ça. C'est une affaire de... les intérêts du peuple se négocient au Parlement en termes d'intérêt du moment. J'espère qu'on peut se comprendre sur ça. Et si on se comprend, je dis, il faudrait bien que notre opposition, avec ses députés, réfléchisse bien et définisse sa stratégie sur les 3 années à venir. Parce que ce qui va se passer, c'est que si elle ne le fait pas, si la majorité reste soudée, elle risque de ne rien avoir. Et elle va commencer, mais si elle a le droit de voter, comme bon lui semble, la majorité aussi a le droit de voter comme bon lui semble. Ça, au moins, j'espère qu'on peut être d'accord au moins à ça, sur ça. C'est un principe de vie. Bon, donc, chacun a son droit. N'allez pas évoquer demain majorité Godillot, majorité mécanique, enfermement, on doit pas tenir compte des intérêts de la minorité. La minorité a le droit à la parole, comme la majorité a le droit. Chacun a le droit à ce qui lui revient. Après, il n'y a que les négociations politiques. Il faut avoir l'ouverture politique et savoir où on va. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Où va l'opposition radicale, comme le disent les démocrates? Où va cette opposition? Moi, c'est pas je ne vois pas encore du tout les conférences de presse, amnistie, machin. Ça, c'est les effets d'annonce. Où va-t-elle? Moi, je ne vois pas. Donc, contrairement à l'exemple que l'homme, je ne pense pas qu'elle puisse, elle a pu, après 3 mois, après 2 mois, je ne pense pas qu'elle ait pu. Bientôt, il y aura la réforme, il y aura la déviation des commissions. On va voir déjà. C'est déjà là. Ils ont loupé de le faire vendredi dernier, aujourd'hui dernier. Oui, voilà. Donc, on verra. Ça va finir par se faire. C'est un rapport de force. Donc, vous voulez céder. Vous voulez quelque chose, céder quelque chose. Vous ne pouvez pas exiger, parce que parce que vous êtes minorité, vous avez plus de droits que la majorité. Ça, c'est la démocratie à l'envers. Enfin, l'autre l'a appelé Nescafé, mais maintenant il a la tête de la démocratie. Peut-être que c'est ça la démocratie hélène. Peut-être que c'est la démocratie hélène, ça. Hein? Non, ça c'est quand même du ridicule. Hein? Il ne faut pas qu'on tombe dans ces gens de travers. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal. Ça n'éduque personne. Vous enseignez quelque chose, et après on voit quelque chose, et on voit des gens sérieux défendre ça pour dire ah non, c'est leur droit, ils sont minoritaires, ah non, ils sont libres, ça ne les engage pas. Le rapport du président de l'Assemblée nationale, dans toute chose, le règlement intérieur a défini, la minorité a eu sa place. La question que le président doit se poser dans le rapport moral du président de l'Assemblée nationale, est-ce qu'en tant que minorité, on a eu notre place? Dans le cas d'espèce, si, en tout. Ils ont remis en cause certaines choses. D'accord, mais ils devraient plus s'abstenir tout au moins. L'abstention veut dire... C'est une option aussi. C'est une option. Non, c'est différent. L'abstention et le rejet ne sont pas les mêmes. L'abstention, d'accord. Votre affaire, je vous laisse continuer. Je n'opine pas d'abord sur ça. Allez-y. Non, je ne m'engage pas là-dessus, mais je ne vous bloque pas. C'est-à-dire que ça aurait été un peu plus compréhensible. Mais moi, on ne me dira jamais. Dans n'importe quelle école politique, j'en ai. Peut-être que l'homme va peut-être mieux expliquer ça. Peut-être que je comprends. Mais dans aucune école politique, on ne m'apprendra pas ça. Je vais dire que celui qui m'apprend ça a un tarif. Voilà. D'accord. Il va vous l'apprendre. Non, je parle dans une école politique. Oui. Maintenant, lui, il a fait une autre école. C'est lui qui a fait l'école. Non, lui, il a fait une autre école politique. Lui, il a fait une autre école politique. Donc, peut-être que si on discute, peut-être que son école a d'autres rudiments. Voilà. Que je n'ai pas, moi, connu. Et que donc, parce qu'il est quand même mon aîné. Donc, du coup, voilà. Mais si quelqu'un me l'apprend aujourd'hui dans une école, je vais lui dire qu'il y a un problème. Il a été également question de cette rencontre du chef de l'État avec le chef de file de l'opposition. Bon, moi, je peux l'appeler comme ça, vu qu'il n'y a pas d'acte. Mais c'est certainement que cela va se concrétiser. Cela, plus femme que l'homme, eh bien, cela participe, comme le disent beaucoup de personnes, de la décrispation ou pacification du pays. Y a-t-il matière à se réjouir? Qu'est-ce que Éric Oudété a gagné concrètement à Agapit Napoléon Africain? Sinon, je vais dire, le droit au dialogue. Oui, mais je pense que je me suis prononcé assez sur cette question, sur les deux plateaux Fallon Gouvernance. Mais je trouve que, oui, c'est une belle rencontre. C'est une rencontre dont la démocratie doit se réjouir, doit se nourrir. Où est l'acquis? C'est pas une affaire de... Non, l'acquis est démocratique. Il est démocratique. L'opposition est la majorité. Le chef d'État, il est le président de tous les Béninois. Le chef de file de l'opposition est le premier des opposants. Normalement, son parti est le premier des partis d'opposition. C'est logique qu'il le voit. C'est logique qu'il se parle. C'est normal pour moi. C'est rien que leur rencontre
est déjà une décrispation. Vous voyez que le rencontre. Après, chacun va garder sa position. Chacun va garder sa posture. Bon, mais qui se parle? Il y a des choses qu'on peut décanter, qu'on peut ouvrir, qu'on peut ici ou là. Et c'est déjà bon pour la démocratie. Une rencontre légitime, mais qui n'est pas encore légale, je vais dire, vu qu'il n'y a pas d'acte. Quand le chef d'État rencontre, peut-être qu'il n'a pas communiqué qu'il a rencontré le chef de file de l'opposition. C'est une rencontre au président des démocrates et le chef de l'État. Donc il n'y a pas de légalité ou de légitimité. C'est le chef d'État qui rencontre tout citoyen. Et donc il a rencontré le chef d'un parti d'opposition, qu'il soit chef de file de l'opposition ou pas. C'est une rencontre normale. Il n'y a pas de légitimité ou de légalité dans cette. C'est une rencontre. Ils n'ont pris aucune décision de légitimité ou de légalité. Ils n'ont pris aucune décision qui a besoin de qualification. C'est une rencontre logique de l'opposition. Et le premier parti d'opposition du pays. Et ceux qui disent déjà que c'est je ne vais pas dire ça le coup, mais un mépris pour Paul Rompin qui a été... non, pardon, je n'ai pas envie de revenir encore sur cette question de... Paul Rompin n'est pas chef de file de l'opposition aujourd'hui, donc il faut le laisser à son parti. Il est toujours... Et puis il va fondre. Oui, on n'a pas encore la... Il va fondre, et c'est déjà pas mauvais pour la démocratie aussi. Parce qu'en réalité, les FCB, comme je dis, ils ont joué le beau rôle, mais leur rôle ne peut plus continuer. Leur rôle était utile à un moment donné. Aujourd'hui, ils ne sont pas à la mouvance, ils ne sont pas dans l'opposition radicale, ils sont au centre. Il n'y a pas de place au centre actuellement. Quand vous voyez avec les deux parties de la gouvernance qui a même des problèmes aujourd'hui, je pense qu'avec l'entrée en scène de l'opposition démocrate, il faut repenser la cartographie des partisans aujourd'hui. Il faut la repenser. Même au niveau de la majorité, je me pose la question sur l'efficacité des deux partis, les démocrates et le Bloc républicain et l'Union progressiste de renouveau. Ils font devenir des partis d'opposition l'un à l'autre et ils n'auront plus le centre qui est leur lieu commun, c'est-à-dire la majorité, le chef de l'État, risque de pétanque ici. C'est parce que les intérêts égoïstes, partisans personnels vont prendre le pas et les vieux démons vont peut-être ressurgir. À mon humble avis, il faut tout rebâtir. Quand je dis rebâtir, il n'y a pas dit de tout chambouler, mais il faut reprendre la réflexion. D'ici à 3 ans, on a besoin d'une autre cartographie. Donc, lorsque les FCBE envisagent peut-être de rejoindre les démocrates, c'est la logique. C'est leur place naturelle. Et donc, et si les démocrates les acceptent, ça veut dire qu'ils ne sont alors pas la troisième force politique de parti dont ils parlent. Qu'au-delà de tout, ils ont eu le cœur à l'opposition. Ils n'ont peut-être pas fait aussi du radicalisme. Moi, je laisse gré en tant qu'analyste. Je trouve qu'ils ont sauvé la démocratie. Je le dirais. En tout cas, en analysant ce contexte-là, cet environnement-là, l'FCBE, avec Paul Rompin, on m'a dit, bon, j'ai entendu, et puis quand on dit, comment les autres, un parti, lui, il était membre, et il devient président. Tout le monde peut devenir président du parti. Je ne vois pas où est le problème. On a vu Emmanuel Macron, ministre des Finances. Tel que les choses ont été faites. Il n'y a pas de tel que les choses. On a vu comment Emmanuel Macron est devenu président de la République. Il était ministre des Finances. Il n'était même pas membre de parti. Mais bien étant à l'Élysée ou alors au gouvernement de Manuel Valls, qui était prédestiné au truc, mais il a monté son groupe. Il n'a pas arraché un parti à son... Il a fait pire. Il a déstructuré les partis, non seulement de la gauche, mais de la droite. Il a créé un large centre qui a nuit à l'équilibre que les Français ont gagné depuis des décennies. Je pense que l'analyse de M. Colomb a manqué d'exigence, a manqué de rigueur en la matière. Il regarde Paul Rompin comme un parvenu, comme beaucoup d'ailleurs. C'est quand même pas normal. Il était ministre de Boni-Yahi. C'est ça le problème. Maire d'abord et ministre de Boni-Yahi. Donc du coup, moi je ne peux pas. Quand on le fait, c'est quand on le fait à dessein pour dénigrer, pour diminuer quelqu'un. C'est pas normal, c'est pas logique. Et eux-mêmes, qui a été à l'école de quel parti politique, de quelle école politique ici? On a vu chacun à ses débuts. Hein. Donc du coup, quand on a dit que les députés qu'on ne va pas taper là, bon, il s'est expliqué. Alors, est-ce que... bon. Soyez un peu plus sérieux. Bon, donc, on a vu chacun à ses débuts. Oui. Donc, on peut aussi parler. Je pense que banaliser Paul Rompin aujourd'hui, c'est ne pas être reconnaissant. La République doit être reconnaissante à cette directrice. Les FCBE ont été utiles pour sauvegarder l'essentiel entre 2019 et 2023. Et pour moi, c'est parce que
les démocrates apparaissent, on va dire. Aujourd'hui. Maintenant, ils n'ont qu'à se retrouver. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent et ils Ils reforment réussissent. l'ancien FCBE autour de Boliaï. Bon, C'est clair que ça va plus s'appeler FCBE. Donc, l'ancien FCBE va devenir les démocrates. Bon, autour de Boliaï. Donc, ça nous ramène un peu l'environnement de 2016. Voilà. Donc, les FCBE seront là, comme phase d'opposition. Bon, un peu comme la RB était là aussi. Comme l'autre. Bon, enfin, on revient au cas départ. Ça nous permettra de voir clair. Moi, ça me permet de dire aussi qu'au niveau de la majorité présidentielle, il y a un travail énorme à faire. Il y a un travail énorme. Peut-être qu'on a peut-être beaucoup de temps. Oui, justement, vous me tendez la pêche pour qu'on puisse dire un mot sur cette situation au bloc républicain avec cette lettre de Rachid Gbadamassi qui demande à Abdoulaye Biotchane de démissionner simplement. Mais monsieur peut tout reprocher à Rachid Gbadamassi dans le contenu de sa lettre. N'a-t-il pas un peu raison à Non, l'analyse est bonne et globalement, ça peut être, elle est pertinente. Le problème, c'est que ça aurait pu être interne. Mais c'est une lettre interne justement qui s'est retrouvée sur le marché public. Non. Abdoulaye Biotchane doit mettre la lettre sur le marché public. Donc, du coup, c'est celui qui a écrit. C'est ça. Donc, du coup, moi, je le dis d'office. Abdoulaye Biotchane, c'est un homme très sérieux. On peut lui reprocher peut-être de ne pas être très politique, mais c'est un homme très sérieux. Moi, on ne peut pas lui manquer de respect à ce niveau. On peut pas lui manquer de ça peut. Non. Moi, je veux peut-être que mon ami Gbadamassi m'attaque, mais je lui comme... Bon, on va se battre, on va se jamailler, puis on va devenir encore des amis. Mais je préfère qu'on respecte bien le Tchad. Je pense qu'on ne peut pas lui dire que c'est un grand politicien. C'est peut-être pas, il n'est pas dans la politique politicienne systématique, non. Mais c'est un cadre, c'est quelqu'un. Donc, on peut saluer. Quand tu as fini de dire ça, moi, c'est vrai que la gouvernance du BR pose un problème énorme. Donc, je vous dis, dans la pertinence, il y a un problème. C'est-à-dire que la direction pose un problème. Oui. On le voit depuis 2018, on ne peut pas imaginer un parti de type nouveau, comme on veut, avec une gouvernance floue. Qui dirige le BR aujourd'hui, je ne sais pas. Il n'a pas le temps. Donc, il est au gouvernement. Mais il n'est pas tenu d'être. On a quand même vu, comme on n'a pas région, chaque parti s'est composé. Chacun, on a vu la direction de l'UPR, quand même avec un certain nombre d'anciens. Ils étaient 3 au niveau du BR. Abim Bolin est parti. Il est resté Biotchane et bien. Aujourd'hui, depuis 5 ans, on peut quand même un peu restructurer. On peut mettre en place un comité ad hoc. Il faudrait quand même que les militants sachent qui sont leurs responsables. Il faut que, quelque part, les questionnements, les problèmes du parti sont pertinents parce qu'on est à 3 ans. Qu'est-ce que le parti va devenir? Il ne faut pas attendre que les démocrates puissent dans le parti et le vide avant que les gens se rendent compte qu'il y a un gros problème. C'est une alerte au fait de Rachid Gbadamassi. Je suis d'accord. Globalement, moi je dis, avec tout le respect qu'on peut devoir à Abdoulaye Biotchane, tout son background, tout ce qu'il est, toute la personnalité énorme qu'il représente en termes d'intellectuel, d'action. Moi, je pense qu'il est important qu'il relise cette lettre-là et qu'il lui donne une suite. Aujourd'hui, après les élections qu'on a eues, il y a de nouveaux leaders qui se sont créés au sein de ce parti. Hey, moi, je ne suis pas du BR, mais il y en a, donc j'en ai parlé ailleurs peut-être, mais il y a de nouveaux leaders. Donc je pense qu'il faudrait peut-être regrouper ces nouveaux leaders avec les anciens et réfléchir sur le demain. Gbadamassi, c'est quand même une personnalité du parti. Bien sûr. C'est une dynamique, Gbadamassi. On peut être d'accord avec lui, on peut pas être d'accord avec lui, mais il porte aussi une dynamique. Il n'y a pas... Comment vous avez bâti votre parti en vous détruisant sur les réseaux sociaux et dans les trucs? Ça ne fonde rien. Pour moi, j'estime. Ils ont déjà fait une réunion d'ailleurs après ça. J'espère qu'ils les ont entendus. Il faudrait qu'ils continuent à s'entendre et que c'est une question. On est allé à la réforme de ces partisans pour combattre ces thèmes tard. Il va falloir que les directions de ces partis réfléchissent vraiment sur l'endemain. Ce qui compte, c'est la pérennisation des acquis. Pour pérenniser les acquis, il faut déjà les stabiliser. Et dans le cas d'espèce, je ne vois vraiment pas au niveau du BR. Donc, mais ce n'est pas la catastrophe. Je n'ai pas envie de dire qu'il y a une situation de catastrophe. C'est qu'il y a une stagnation d'une situation de 2018 qu'il faudrait évoluer. Mais je ne veux pas dire que tout est noir, tout est non. À l'UPR, ils ont aussi leurs problèmes. C'est leur problème. Ils ne le disent peut-être pas en haut. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pour moi, je vais être clair. L'analyse que je suis, je ne suis pas le payeur, mais je pense que dans la dynamique aujourd'hui,
la majorité ne peut pas se taguer de deux partis. Hein, il va falloir peut-être trouver la dynamique pour trouver, je sais pas. Ça a dit unifié, c'est ça? Un seul? J'ai l'impression que... En fait de mandat? Vous savez, il n'y a que deux partis qui se retrouvent au second tour. Oui. À l'élection présidentielle. Donc, si vous n'êtes pas parti talent, je ne sais pas si vous pouvez passer au premier tour. Pour une élection qui se joue avec de nouveaux candidats, c'est rare qu'on aille au premier tour. C'est peut-être... Bon, il y a eu le second mandat qui a eu le chaos. Patrice Talon, c'est le second mandat qui a eu le chaos. L'analyste ne peut pas encore décréter la généralisation des chaos. Donc, il peut dire, ah, excusez-moi, c'est au second tour qu'on a le chaos. Donc, et le premier tour. Et le premier tour. Alors, si le bloc républicain et l'UPR s'entendent pour désigner un parti unique, un seul candidat, ça, on verra clair. Mais dans les zones d'influence du BR, du coup, le candidat de l'autre camp risque d'être perçu comme alors leur candidat. Ouais, il y a une situation aujourd'hui sur la présidentielle 2026 qui mérite d'être analysée régulièrement pour savoir comment repositionner les partis politiques. Parce que même si ce n'est pas les partis qui désignent les candidats, c'est eux qui donnent les onctions et ils doivent faire campagne avec les candidats. Connaissant la logique territoriale et la logique régionaliste dans laquelle nous sommes, connaissant le positionnement de Boni Yayi aujourd'hui, qui est encore dynamique et actif, ce qui n'était pas évident de toute façon, mais qu'il est, parce qu'en fait, on a remis Boni Yayi en selle lorsque la Cour constitutionnelle a autorisé les démocrates à aller aux élections. Et donc, du coup, toute la donne a évolué. Et si la donne a évolué, il va falloir revoir les stratégies. Sinon, attention, rien n'est absolument acquis. Non, le problème, c'est que ce n'est même pas Boni Yayi. Puis lui ne peut pas plus de 2 mandats de ça. Voilà. Alors, quand ce n'est pas lui, bon, voilà encore une autre chose, que l'on pense que c'est pour Boni Yayi qu'on a mis ça dedans. Bon, bref, donc, mais rien n'est acquis pour 2026 si Patrice Talon et Boni Yayi sortent du jeu. Qui vient? Face à qui? Voilà des questions. Voilà des questions. Voilà. Peut-être qu'à partir de 2024, on y verra clair. Non, je pense qu'il faut travailler à ça dès maintenant. Je sais, c'est sûr que ce dont nous parlons au niveau des officines. Ça travaille déjà là-dessus. Mais notre fonctionnement, vous savez, avec tout ce que Patrice Talon fait, avec tous les changements, regardez déjà les scores des élections. Ça laisse à redire. Le score de Cotonou, on n'a pas fini de l'analyser. Le score de Ouida, on n'a pas fini de Calavi, on n'a pas fini de l'analyser. Il y a des scores qu'on ne peut pas finir d'analyser. Et donc, il y a péril dans la demeure. Il faut rester vigilant. Et or, aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est dans l'expectative. Même si les officines travaillent, il faut rester dynamique. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Baforican. Mesdames et messieurs, on a fini pour le décryptage de ce dimanche, mais que nous avons proposé aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez continuer à nous suivre sur nos plateformes digitales. E-Télé avec vous, pour vous.